Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Hey Oli, on est live, ça part. Merci encore de ton invitation. Je suis assez... Pour vrai, moi, je suis choyé de t'avoir. Mon Dieu, c'est gentil. Pour vrai, je suis comme, faut trop que je t'invite. Puis on se connaît pas tant depuis longtemps. Ça doit faire 2 mois peut-être. Mais j'avais déjà entendu parler de toi vraiment avant. Puis on s'est rencontrés justement là, au colloque là, d'immobilier à Drummondville. Puis comme, oh, c'est Olivier qui est là. Puis souvent, moi, ça fait quoi, 2017? Les 2 premières années, je t'avais peut-être référé quelques dossiers, mais sans vraiment te connaître. C'était par rapport, tu sais, j'avais entendu parler vraiment de ton bon service. Puis ça avait arrêté là. Puis là, ben, je te vois. Puis là, je suis comme, man, t'es donc bien en forme. Pour vrai. Moi, je me remets en forme, je fais de l'activité physique. Puis là, je te pose une question. Tu t'entraînes-tu? Ben oui, je m'entraîne pour un Ironman. Voilà, on a connecté. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on s'écrit quasiment, peut-être pas quasiment tous les jours, ou en tout cas... Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, ou par semaine en tout cas. Puis t'es vraiment inspirant. T'as un parcours incroyable, autant au niveau du sport qu'au niveau de notariat. Je pense que tu m'en parles, ton cabinet. Fait que, qui est Olivier? On part-tu un petit peu quand tu étais jeune? C'est qui Olivier quand il était jeune? Le sport, comment ça s'est passé? Ouais, c'est une bonne idée. En premier, merci pour l'invitation. Quand tu m'as dit que tu faisais des podcasts, je voulais en savoir plus. Ouais. Là, tu me dis tout de suite, ben écoute, je pourrais t'inviter. Je me sentais OK, pourquoi pas. C'est un peu imposteur. Je voulais parler des banques virtuelles parce que j'avais une bannière de ça. Mais on va en parler justement, les banques virtuelles, que c'est très, très bien. On a eu la discussion, puis nous, on fait énormément d'immobilier. Fait que je pense, en tout cas, on a cliqué là-dessus. Mais en plus, t'es un athlète à plusieurs niveaux. Puis là, le Ironman, fait que je pense que ça a juste cliqué. Et des fois, ça clique avec des gens. Ouais. Puis on continue à s'écrire. Puis là, évidemment, on a travaillé des dossiers ensemble en plus. Depuis, ouais. Qu'on a réussi à connecter là-dedans. Mes voisins qui ont d'extrêmes commentaires. C'était une belle rencontre. Ça a super bien été avec eux autres. Super. Ouais. À distance. Fait qu'on va parler de ça aussi. Tu es à Sherbrooke principalement, mais il y a une façon de travailler à distance. La loi a un petit peu changé au niveau des signatures électroniques. Elle a évolué, comme on pourrait dire. Fait on pourra en parler. Je pense que ça va être super pertinent à ce niveau-là aussi. Cool, j'aime ça. Écoute, Olivier, c'est qui? Dans le fond, plus au niveau humain, ma vie en général, moi, je suis... Mon père, c'est... il est libanais. Okay. Lui, il est arrivé du Liban pour finir ses études ici. Il a rencontré ma mère à Montréal. Québécoise. Je suis né, une Québécoise, pure laine. Je suis né à Montréal. Puis après ça, mon père avait eu l'opportunité. Il avait l'opportunité d'avoir un poste au Lac-Saint-Jean, à Roberval. Ah ouais? OK. À l'hôpital de Roberval. Fait que comme c'était même en plus payant à cette époque-là. À l'hôpital parce qu'il était... il a fait ses études en médecine. OK, médecin. Il est orthopédiste, chirurgien. Okay. Puis ça a été des longues études parce qu'il partait du Liban, il y avait la guerre civile, puis tout ça, ça a été difficile. Bref. Fait qu'on arrive, j'avais 1 an, je crois, quand on est arrivé à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Toi, t'es né au Québec ou... Oui, je suis né à Montréal. Okay, c'est bon. Fait qu'à 1 an, on était à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Mes 2 sœurs sont nées au Lac-Saint-Jean. Fait moi, j'ai grandi là. J'ai pas de souvenir de Montréal. J'étais en bas d'1 an. On s'entend, je suis pas si hot que ça. Fait qu'on a grandi au Lac-Saint-Jean. J'ai fait... un bleuet. Un bleuet. Un bleuet moitié Est-ce que t'aimes la tarte au bleuet? Libanais. J'adore. Ouais. J'adore tout ce qu'il y a des bleuets dedans. Okay. Là, je veux juste préciser qu'on n'en mange pas tous les jours, même si on vient du Lac-Saint-Jean. Moi, j'aimerais ça que ta mère m'en envoie un, comme cadeau. Un bleuet? Non, une tarte au bleuet. OK, une tarte, OK. Parce que juste un bleuet sont gros, là, mais c'est peut-être pas si complexe ça. Donc, on retourne à nos moutons. Ouais. J'ai grandi là. J'ai fait pratiquement toute ma vie là-bas. Okay. Donc, les études jusqu'au cégep. Je sais pas pourquoi. Mon père a l'accent libanais encore, mélangé avec le Lac-Saint-Jean. Fait qu'on comprend pas tout le temps. Mes sœurs ont un petit accent Lac-Saint-Jean. Puis c'est un très bel accent. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas. En tout cas, t'as un bel accent, en tout cas. Mais merci. Très, très neutre, mon accent. Personne ne pourrait deviner que je viens du Lac-Saint-Jean.
Et toute mon enfance s'est passée là-bas. On a grandi sur le bord du lac, c'était super. Les gens du Lac-Saint-Jean sont hyper accueillants. Ouais, mes amis, c'est encore tous mes amis aujourd'hui. On avait une super belle gang. Puis quand j'étais jeune, justement, vu qu'on parle de sport, j'étais quand même assez sportif. Mes parents trouvaient ça super important Nice. qu'on fasse du sport. Puis comme tout le monde faisait du hockey, mes parents n'ont pas voulu que j'en fasse. Non, pour vrai. Moi aussi, mon père, ils n'ont pas voulu. Il s'est rendu à l'université, puis c'était trop comme violent dans le temps, un petit peu, mise en échec, bataille. Puis il s'est dit, c'est pas vrai que mes enfants vont faire ça. On est 3 enfants, j'ai joué au soccer à la place. Beaucoup moins cher aussi, 3 enfants au hockey, ça peut coûter cher. La vie d'aréna. Puis à 15 ans, moi, je me suis mis moi-même à faire du hockey. J'ai payé mon propre stock, c'était la condition. Ouais. J'ai travaillé, j'ai appris à patiner à 15 ans. J'ai perdu ma rondelle de hockey, une patinoire à une tempête de neige. Puis c'est là que j'ai appris à freiner. J'avais 3 heures. Mon père m'a dit, je reviens dans 3 heures, il n'y a pas de cellulaire, rien. J'ai appris à freiner. Puis j'ai fait midget, j'ai joué au junior, puis j'ai été assistant. Wow. Puis à cause de mon passé dans le soccer, la lecture du jeu, j'ai fait des camps d'entraînement au niveau du patinage, puis j'ai réussi à performer dans le hockey. Mais tout ça pour dire que mon père aussi ne voulait pas, puis finalement, il la violence du sport, ma mère, c'était ça. Puis on est 3 enfants aussi, avec mes 2 sœurs. Et j'avoue, mais là, l'idée du patin de vitesse est arrivée. Ah ouais, fait qu'on était quand même pas mal au Lac-Saint-Jean, puis je pense que c'était assez populaire dans ce coin-là, le patinage de vitesse. Fait que dans les lames filantes de Roberval, c'est là que j'ai commencé à faire du sport quand même pas mal. On a fait une dizaine d'années. Patinage de vitesse. Patin de vitesse pendant un bon bout, avec quand même une bonne gang de chums du Lac-Saint-Jean, dont des gens qui sont maintenant à Sherbrooke. Là, on s'en reparlera. Là. Je vais jouer au soccer chaque semaine. Puis mon fils, il a une pratique de ça, de patinage de vitesse. Il me pose plein de questions, puis je connais pas ça. Ça fait longtemps, mais c'est là où j'ai commencé à faire du sport, disons, avec des niveaux de compétition. Là. Parfait. C'était les fins de semaine, les pratiques de soir, les compétitions un petit peu partout au Québec. C'était vraiment super le fun. Puis à un moment donné, on avait un chalet à Stoneham. Là, mes parents aimaient beaucoup le ski. Fait qu'on faisait d'autres choses au travers, un peu de natation, un peu de ci, un peu de ça. Fait qu'on a eu à choisir un peu patin de vitesse ou le ski. On était à l'époque où on tripait sur le chalet à Stoneham, on tripait sur les fins de semaine de ski. Fait qu'on est allé vers le ski plus naturellement. Très bon sport pour les jambes encore. Ouais. Qui explique tes bonnes jambes aujourd'hui, t'es fort en vélo. Fait que j'ai fait du niveau de ski. Après ça, j'ai fait mes cours pour enseigner le ski à Stoneham. Qu'on est devenu, moi et mes sœurs aussi, devenus moniteurs de ski. Après quelques années, là, l'université arrivait. Ouais. Beaucoup moins de temps. Le déclin s'en venait. J'avais commencé à fumer en plus. Oh non. La cigarette, ça c'est une catastrophe. Fait qu'on a comme un peu laissé aller le patin et le ski. On a toujours gardé le ski comme amusement. Hobbies. Ouais, exact. Dans le coin de... T'es allé à l'université à Québec ou... À Sherbrooke. À Sherbrooke, c'est ça, exactement. C'est la seule université que tu as faite. Il y a des belles montagnes quand même. Je pensais pas aller vers l'Estrie comme tel. Je pense étant du Lac-Saint-Jean, je visais Chicoutimi ou je visais Québec. Mais mes amis, c'est pas mal tout du monde qui allait en génie. Mécanique, électrique. Et j'étais pas mal le seul en droit, qui s'enlignait vers le droit. Fait que Sherbrooke, j'avais appliqué là parce que mes amis appliquaient dans le coin. Je trouvais ça le fun de garder ma même gang de boys puis d'aller en tout cas vers la plus grosse masse de ma gang. Partie du Saguenay, Sherbrooke, qui était le nid familial. Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, c'est quand même un 5 heures de route. C'est ça. Fait que c'était comme une séparation assez dure. J'aime passer du temps avec mes parents aussi, tout ça. Mais bon, on est parti à l'université, lâcher le ski, lâcher le patin. J'étais un petit peu plus vers la muscu. Je trouvais ça le fun, l'idée des hommes forts, l'idée du fitness. Puis comme je suis, je pense qu'on peut dire c'est mésomorphe. Là. Ouais. Donc j'ai facilité à prendre la masse musculaire et haute, tout dépendant. Mais j'ai beaucoup aimé le gym. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. J'y allais des fois 5, 6 fois par semaine. Tous les jours. Pas mal à tous les jours. Puis à l'université, c'était parfait. Il y avait un gym en plus. C'est souvent très populaire, le gym, là, quand... T'as pas fait de sport d'équipe à l'université ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment concentré sur le droit, fumer, les mauvaises habitudes. Mais c'est ça. J'ai commencé à fumer la cigarette. C'est pas si longtemps que j'ai arrêté. On va en parler dans le cours. Fait que là, disons, je suis rendu à l'université. Je fume pratiquement un demi à un paquet par jour. Aïe, aïe. Mais il y a encore pas mal de monde qui fume dans ce temps-là. Je dis pas que c'est normal. $5 le paquet, $7 dans le temps. C'était pas si cher, c'était en bas de 10$. Mais là, je sais même plus si c'est rendu combien. Mais pourquoi le droit, hein? Pourquoi le droit? T'étais le seul qui était allé en droit dans tes amis? Je pense que mon père voulait que je fasse médecine en tout cas, général.
Ça m'attirait pas du tout. J'aimais ça l'idée, tu sais, Corps d'être médecin. humain, oui. Je trouvais ça vraiment beau, la vocation de la chose. Quand mon père m'amenait à l'hôpital, tout ça, je trouvais ça beau de le voir lui, mais ça me rejoint pas. Tu sais, dans la vie, je pense qu'on peut s'écouter. Ben oui, il faut. Puis je voyais très bien que ça serait pas possible pour moi. OK. L'idée du droit, je trouvais ça intéressant. Mais la vérité, là, c'est... T'es au cégep, là. Ouais. Comment tu veux, à 18 ans, savoir ce que tu vas faire dans ta vie? Moi, j'ai tellement trouvé ça difficile aussi. Là. Je trouvais ça vraiment difficile aussi. Probablement comme beaucoup de gens, t'as une vision très, très fermée des emplois, de ce qui existe comme... Tout ce que je partage Comme un petit peu profession. de mon côté, là, Ouais, vas-y. je voulais être chiropraticien, en fait, parce que mon père OK. est chiropraticien. C'est lui qui a parti le programme là, à Trois-Rivières. Puis justement, on a déménagé de Montréal pour venir à Trois-Rivières. J'avais 2 ans, un peu comme toi, OK. au niveau du travail. Puis la vie, je deviens justement au cégep et je m'inscris en sciences de la nature pour être chiropraticien. Là, tu as 17-18 ans, tu as les bars, t'es pas rendu là dans ta vie. Je trouve pour un gars, en tout cas, je trouve que les filles, des fois, étaient plus matures. Puis, mauvaise note en mathématiques au cégep qui a fait que ma cotère n'a pas été au niveau requis. Puis en même temps, je me suis dit, puis j'étais sauveteur, les premiers soins, ambulancier, j'ai eu un incident aussi sur le terrain de soccer, j'ai aidé les ambulanciers à arriver, j'étais sauveteur, ça m'a vraiment allumé, puis je dis, je pense que je vais être ambulancier. Fait que c'est pour ça que j'ai déménagé, moi, OK. à Québec. J'ai fait ma technique là, au cégep, qui m'a amené à connaître un gars dans la classe qui était payé par les Forces armées canadiennes. Je voulais quitter, vraiment, être autonome financièrement. Je travaille, j'avais de la misère à payer mon loyer à Québec, etc. Puis quand j'ai vu cette opportunité-là d'être payé par les Forces, de rester au cégep, Absolument. j'ai joué au soccer, etc. au cégep. Puis quand j'ai fini, je suis parti à l'armée, faire les recrues à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait mon temps, comme on peut dire, 6 ans à l'armée, qui m'a amené après ça à devenir dans l'immobilier. Mais au début, je voulais être aussi dans la santé, chiropraticien. Mais c'est jeune, à 16-17 ans, là, on en connaît des gens. Ma blonde, elle, dès le cégep, elle voulait être inhalothérapeute. Elle l'est encore aujourd'hui. Ouais. Chapeau, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir, de trouver sa voie, en fait. C'est vraiment difficile. Souvent, on est taxé. Moi, j'aimais ce qui bougeait. J'ai quand même quelqu'un qui était, disons, intellectuel, mais j'avais un peu des deux. J'aimais beaucoup l'imaginaire. J'aimais beaucoup aussi... j'ai toujours aimé le dessin, la créativité, puis tout ça. J'aimais ça parler aux gens. Je pense que c'est là où j'ai vu en droit quelque chose qui pouvait me ressembler. Peut-être pas... j'aimais l'idée de plaider. Je pense qu'à cette époque-là, je me voyais comme un avocat. Ouais, c'est ça. J'aimais l'idée de parler, de défendre des points. Mon père a toujours dit que j'aimais ça m'ostiner. Fait que je me dis, bon, ça recoupe là-dessus. Fait que fallait que je fasse un choix de toute façon. J'ai appliqué en droit en me disant que ça m'ouvrirait des portes un peu partout si jamais j'avais besoin de changer de profession par la suite. Fait que j'ai appliqué, mes chums y allaient. On se ramasse à Sherbrooke, une belle gang. Je suis en appartement pour la première fois. Je peux fumer si je veux. Personne ne me gosse. Fait que c'était parfait. Puis je ris avec la cigarette, mais j'ai quand même fumé pendant 14 ans pratiquement. Ça fait juste 3 ans et demi que j'ai arrêté complètement. Ça a été... Pourquoi? Je veux savoir, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'arrête? C'est-tu quelqu'un qui te l'a dit? Moi, je pense pas. Ou c'est un événement qui a fait, là, il faut que ça arrête. La naissance peut-être de tes enfants? Ou tu fumais même si... Je m'étais toujours dit que si j'avais des enfants, j'arrêterais de fumer. Je suis quand même un gars qui est fort mentalement. La cigarette, c'est quand même puissant. Puis le stress, la business, on va parler tantôt du parcours. Le fait d'avoir arrêté le sport au niveau plus cardiovasculaire, je m'entraînais en masse, souvent ou en puissance. J'avais comme rien qui me forçait au niveau cardio. Ouais. Je fumais, ça gossait pas trop le monde. C'était encore comme ça existait, on le voyait un petit peu partout. Politiquement correct. Il commençait à avoir des restrictions. Je sais pas pourquoi j'ai pas arrêté avant. OK. Puis le monde t'en parle, ils veulent pas trop t'agacer là-dessus non plus. Ma blonde, c'est sûr qu'elle aimait pas ça non plus, qui est ma femme maintenant, mais je sais pas pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt. Ça s'est vraiment fait drastiquement il y a 3 ans et demi, juste avant les vacances d'été. Okay. Je m'en allais au Lac-Saint-Jean justement avec ma femme. On avait un petit 2 jours à Québec. J'ai dit là, chérie, je te jure, j'arrête. Tu sais, là, je l'ai dit là, toi, tu l'entends pour la première fois, mais elle a entendu ça comme 5 ans avant, à tous les 3 mois. Je me cachais souvent. Elle levait les yeux, bon, encore une fois. Ah, je pense même pas qu'elle m'a répondu. Je pense juste qu'elle a regardé ailleurs. Puis elle savait que ça serait difficile. Mon père m'avait toujours dit, mon père fumait aussi. Okay. Puis, il était médecin dans le temps. Les médecins me faisaient fumer à l'hôpital quasiment. Il m'avait toujours dit un jour, tu vas le savoir.
que ça va être cette fois-là la bonne. Ah ouais, hein? Mais as-tu arrêté ton père? Oui. Mon père est encore... C'est un homme tellement puissant au niveau mental. Lui, il a juste dû se dire « J'arrête aujourd'hui », puis ça n'a jamais recommencé. T'sais. Moi, ça m'a pris beaucoup de tentatives, mais cette fois-là, j'ai arrêté pour vrai. Je me suis dit « Je vais commencer à courir ». Cordonnier mal chaussé, est-ce que tu connais l'expression? Ouais. Ça me fait penser à ça actuellement. Ton père, exemple, qui est médecin, mais mon grand-père, que j'ai aucun souvenir parce qu'il est mort quand j'avais 2 ans. C'était médecin de Sorel-Tracy, le médecin, docteur Leblanc. Puis, il fumait, jouait, alcool, diabète. Incroyable. Je le connais pas, malheureusement. Et voilà. Fait que des fois, j'y pense, puis faire attention à notre vie. Là, on a des jeunes enfants. Puis J'aurais aimé ça que ce soit interdit, mais ça existait. Mes amis, ça a commencé à un camp de vacances. On était moniteur là, l'été à Valmorin. Un fume, tu prends une coupe de puff, puis tu te dis que c'est pas grave, tu tousses, c'est drôle. Ça fait un petit effet au début. Puis sans t'en rendre compte, ça rentre en toi, ça crée une dépendance. Puis la dépendance, c'est quelque chose qu'on minimise au départ. Je te pose une question. C'est quoi le meilleur truc si quelqu'un veut arrêter? T'arrêtes. Mais en fait, c'est comme le sport. Tu sais, quand tu commences à courir, tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir mal, tu vas te sentir essoufflé. C'est juste le début. Mais il faut voir plus loin que ça. J'adore écouter David Goggins ou ce genre de personnes-là qui, eux autres, mettent le mal de côté pour viser l'objectif final à tout prix. T'sais, la cigarette, j'aurais dû... Quand j'ai décidé d'arrêter, c'est sûr que j'étais peut-être un petit peu impatient le lendemain, un petit peu colérique, un petit peu différent parce que la dépendance, elle dit comme recommence, puis elle va créer des pressions, puis elle va te rendre différent. Tu t'es en manque, t'es en carence, t'as besoin, fait que t'es agressif, t'es impatient, puis tout ça. Passer quelques jours, là, déjà, ça s'en va. Je me suis mis à lire sur les effets. Moi, je suis un gars de résultats. Je suis motivé par le résultat. Fait que je suis allé lire, ce serait quoi, disons, les effets positifs sur mon corps à court terme. Je voulais voir le court terme. Wow. Pour vrai. C'est ça qui m'a aidé. Je voulais arrêter l'alcool beaucoup, vraiment, cette année. Puis... Là, tu bois encore beaucoup, là. Non, au contraire. Je dirais pas que je suis sobre, mais j'ai bu cette semaine, c'est la première fois depuis 2 mois. C'était vraiment une occasion spéciale, puis je me suis permis. Mais dans ma chambre, j'ai un petit papier que j'ai épinglé, puis c'est les 10 effets les meilleurs. Faudrait que j'en parle un petit peu plus, mais sur n'importe quoi, l'esprit clair, l'appréciation, tu te réveilles, t'es pas hangover, t'as moins d'anxiété, t'apprécies même plus le sexe, veut pas, avec ta partenaire. Il y a plein d'effets positifs d'arrêter l'alcool. Puis ça, c'est un truc, comme tu as dit, d'aller lire. Les écrire, c'est une bonne idée. Moi, je les avais dans mon téléphone, en screenshot. C'était n'importe quel site que j'ai tombé dessus. Puis ça disait, après une journée, voici. Après 2 jours. Puis après ça, le sommeil. Puis le goût. L'humeur. Puis mélangé au sport. Évidemment, je suis tellement entouré de sportifs. C'est arrivé en même temps que l'entraînement Ironman. Avant. Okay. Dans le fond, au niveau sportif, il y a eu le patin de vitesse, il y a eu le ski. Après ça, un peu de cross-country, des activités ici et là. Puis c'est plus aller vers une pente descendante, vers l'université, où là, c'était beaucoup plus du gym. Je minimise pas le gym. Moi, l'utilisation que je faisais du gym n'était pas nécessairement bonne. C'était juste de la masse. J'étais gonflé. Je pesais 230 quelques livres. J'étais fort. Je pouvais pousser le gros oli. Exact. Les gros trapèzes, la grosse patente. Mais ça me donnait rien. C'était bon de déménager un frigidaire 1 fois par année ou 2. Après ça, dans le reste de ma vie, à part me ralentir, ça faisait pas grand-chose. Mais c'était beau. J'aimais ça. Puis c'était encore à l'époque des gilets serrés. Ça pognait dans les bars. Puis après ça, la cigarette au travers de tout ça, c'est la fin du monde. Mon père me disait souvent, il dit, écoute, je veux pas te dire quoi faire, je vais le faire quand même. Disons, t'es huge, t'es lent, t'es gonflé, t'es pas flexible. En plus, tu fumes. Tu sais, le mélange de tout ça, disons, en enlevant le fait que je mange quand même pas mal de viande rouge aussi, puis tout ça, c'est pas un bon mélange. T'es encore jeune, c'est correct, mais lâche la cigarette, fais plus de cardio. Puis c'est correct, il a jamais voulu, je pense, me tomber dans la face. T'as juste donné des conseils en temps et lieu. Exact. Une fois, de temps en temps, il me donnait des conseils. Puis comme n'importe quel jeune, t'es des hormones au coton, t'es emballé par ta vie, ta carrière, tes affaires.
À chaque jour, ça te fait rien. Je fume, le lendemain, je suis encore là. Ah, c'est ça. Ça Manger existe. un hamburger, c'est pas grave, ça me fait rien. Mais c'est C'est comme si ça l'accumulation. n'existait pas. Ouais. À un moment donné, ben, ton cerveau, il change un petit peu, tu matures, tu vieillis. Il y a eu des épisodes où je toussais quand même pas mal. J'ai toujours été un gars qui travaillait fort. Je rentrais souvent vers 5-6 heures le matin au bureau, pas mal tout le temps en fait. À un moment donné, là, j'ai eu un bon choc. Je sais pas c'est quoi, probablement une crise de panique aussi, mélangée avec une espèce d'hyperventilation. Là, j'ai vu que la cigarette, c'était pas bon. Là, tu étais notaire à ce moment-là. Je rentrais au bureau seul le matin, puis ça m'a poigné. Okay. Ça, mélangé avec le fait que ça faisait plusieurs fois que j'ai arrêté, puis c'est là où j'ai décidé d'arrêter pour vrai. Parfait. Okay. Puis j'aimerais ça, passer ma vie à essayer de convaincre tout le monde d'arrêter de fumer. Ben, je pense qu'on va en inspirer aujourd'hui une couple. Ben, pour vrai, tu peux juste pas racheter de cigarettes. Ça va être tough les premiers jours, mais tu peux le faire, tu seras pas mort. Dans le fond, là, quand tu te couches le soir, tu deviens non-fumeur pendant 8 heures en ligne. Tu travailles pas la nuit pour aller fumer. Ton corps est clairement capable de toffer puis de pas fumer. Tu prends l'avion pendant des fois 16 heures, 23 heures, 12 heures, peu importe. Pendant les escales, tu peux pas plus fumer. T'es non-fumeur pendant quasiment une journée. Bon. Pourquoi tu recommences? C'est l'habitude aussi souvent. Une clope, je prends telle affaire, j'ai envie d'une clope. Environnemental. C'est ça, c'est social. C'est même chose pour l'alcool aussi. Là, pour contrer des fois la solitude ou tel événement, 5 à 7, c'est super facile. Toi, c'est plus l'alcool, moi, c'est plus la cigarette. Exactement. Ça. Mais merci beaucoup, Olive. Je voudrais peut-être juste revenir sur un petit peu le parcours un peu de ton cabinet de notaire, qui est quand même plus qu'impressionnant. Tantôt, tu m'as parlé que vous êtes 18 maintenant. J'ai 3 employés. Je trouve déjà que j'en ai beaucoup sur les épaules. J'imagine pas, 6 fois plus. Donc, parle-moi de ça. Comment que ça a parti? Tu as sorti de l'université? Tu étais tout seul, travailleur autonome, tu as créé ton cabinet. Comment ça s'est passé? L'histoire du notariat, on peut le partir, disons, à l'université. Okay. Je faisais le bac en droit. Automatiquement, j'étais attiré plus vers... je m'en attiré. Je m'en allais vers le métier d'avocat, puisque probablement, quasiment tout le monde que je connaissais allait. On savait pas vraiment c'était quoi être notaire. Fait que j'ai fait le bac en droit, ça a bien été. T'as pas le choix de le faire de toute façon si tu veux être notaire. C'est la base, exact. Faut que tu fasses le bac en droit, puis après ça, tu peux soit faire la maîtrise en droit notarial. Moi, à l'époque, c'était un diplôme de 2e cycle. Donc, on appelait ça le DDN. Sinon, tu fais le barreau du Québec. Ou sinon, tu peux faire d'autres choses que barreau ou chambre des notaires. C'est drôle parce que pour être courtier hypothécaire, c'est la même chose que courtier immobilier. Là, ça a changé un petit peu, mais dans mon temps, c'était courtier immobilier tout le monde. Puis à la fin, tu changes pour courtier hypothécaire, tu as un cours spécialisé en financement ou en rédaction de promesses d'achat. Okay. Puis c'était comme ça avec l'OACQ. Ça se ressemble beaucoup. Ouais, là, tu fais le 3 ans de bac, puis après ça, souvent, ça se dessine un peu plus vers les dernières années du bac. 6 mois d'études. 6 mois, c'est correct, ça, c'est bien. Maintenant, c'est rendu 12 semaines même faire le cours pour être courtier hypothécaire. Tu fais 3 mois de stage, tu es courtier. Fait qu'en l'espace de 6 mois, tu peux être full courtier opérationnel. C'est rapide. Il reste l'expérience à avoir. Oui, l'expérience, ça reste le meilleur. Puis j'ai fait le bac en droit. Après ça, je m'en allais vers avocat. Je te dirais, rendu au barreau, moi, ça n'a pas bien été, le barreau. Je sais pas, j'ai fait une mononucléose. J'étais un petit peu ailleurs. Manque de motivation. Fait que après les examens, que ça s'est mal fini, ça s'est mal passé. J'ai eu une grosse remise en question. Okay. Puis là, mon père, il me dit, peut-être que t'es pas faite pour être avocat. 21? À ce moment-là, quel âge j'avais? Bon, proche 20 ans. C'était en 2009, 2010. Ouais, okay, c'est bon. Fait que mon père, il me dit, peut-être que t'es pas faite pour être avocat. Tu sais, ça se peut être fait pour d'autres choses que ce que tu penses que tu es destiné à être depuis des années. Puis t'es jeune, tu peux faire ce que tu veux. J'ai dit, OK. Il me dit, rencontre donc ma notaire. Fait que c'est la notaire du Lac-Saint-Jean. J'y parle un petit peu. Je la trouve tellement zen, tellement relax. T'es zen. J'ai l'air zen à l'extérieur. En dedans, c'est quelque chose. Fait qu'elle est super fine. Elle s'occupe d'eux autres depuis des années. Ils ont vraiment une belle relation. Et je passe un peu de temps avec elle un été. Puis moi, je suis démoli du barreau. Je suis à terre. Je suis pas habitué à l'échec. Ça va pas bien. T'as jamais connu ça vraiment de ta vie? Jamais connu ça. Mais elle est là, souriante. Ses clients viennent la voir. Ils viennent signer un testament. Ils viennent d'acheter une maison. Ah oui? Je dis, c'est un beau moment. Pourquoi personne ne me parlait de ça? Fait que je reviens un peu plus motivé à Sherbrooke. Je rencontre Mathilde Thibodeau, celle qui s'occupe du... je dis toujours la maîtrise, là, parce que mes stagiaires, ils ont fait la maîtrise, mais le diplôme de 2e cycle. Elle m'explique comment c'est, puis elle est colorée, elle est fun. Je me dis, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Puis dans le pire des cas, je ferai d'autres choses. Ben oui, rendu là. Fait que je m'inscris,
Puis je veux être autonome, je veux régler mes affaires. L'été, je prends 2 jobs pour accumuler de l'argent. Je travaille de jour, je travaille de nuit. Puis je m'en vais là-dedans. Puis là, j'arrive là, puis là, c'est différent. Le barreau, tu es à l'extérieur de l'université. Là, tu reviens à l'université. Là, tu revenu à Sherbrooke à l'université ou tu es allé à une autre université pour. Toujours resté à Sherbrooke dans ça. l'histoire. OK, Ouais. parfait. Ça. Fait que j'arrive au notariat. Ah ouais. C'est pas ma gang. Je connais personne. On est juste 30. Il y a 3 gars dans la classe. Toutes les autres, c'est des filles. Mais je suis un gars social. Je me fais des amis. Ça recommence et j'adore ça. Wow. J'aime ça. Je performe. Les notes sont là. Fait que là, la motivation revient. Exact. C'est du droit. C'est la même chose. C'est juste qu'on fait du non-contentieux. Fait que j'étais avec du monde qui aime ça aussi. Qu'eux autres savaient déjà qu'ils voulaient aller là. Fait qu'on a passion commune. On se fait des copains. Fini le diplôme de 2e cycle. Là, Tu considères que tes gros pipes, le gros Oli t'a aidé? J'ai encore des gros pipes dans ce temps-là. J'ai encore des bons pipes. Je fume encore. Fait que je finis, puis j'ai un background, veux pas, style avocat. J'aime ça parler, j'aime ça. Je suis sociable, tout ça, ce qui est peut-être un peu différent de la majorité des gens qui étaient dans la classe côté notarial, peut-être plus réservé, plus studieux, tout ça. Fait que j'utilise ça, ça m'a beaucoup aidé le charisme pour les entrevues. Je me trouve un stage tout de suite avec un notaire qui s'appelle Benoît Raymond, que j'adore. Benoît, il n'était pas sûr s'il m'engageait au départ. On en parle un peu. Il me rappelle, il me dit, écoute, je vais te faire une place dans mon bureau. Je pète un mur, je te fais un bureau, on ratisse la salle de conférence. Let's go. C'est toi qui l'as pété, là, c'est sûr. Là. Non, j'ai même pas pu péter le mur. Sinon, ça a rigolé. Il m'engage, je commence mon stage en 2011, puis en 2012, je suis assermenté comme notaire. Puis je suis employé pour Benoît Raymond. Félicitations. Merci. On se ramène dans le temps. J'étais tellement fier, j'étais tellement content. J'ai 20 quelques mille par année. Wow. La tu Mercedes fournie. Sur ton X, ou du moins tu le vois? Sur mon X, je suis un gars hyper travaillant. Ça a toujours été. Je suis peut-être pas je serais peut-être pas le meilleur dans tout, ni le plus intelligent dans tout, mais je vais travailler plus que les autres, ça c'est sûr. C'est la clé. J'ai commencé comme ça. Je me disais, je vais y montrer que je suis capable d'en prendre des heures. Puis j'en faisais. Puis le vendredi, je restais. Puis en fait, j'étais employé. Fait que je faisais ça pour ses clients. Puis ça a bien été. Super bon formateur, Benoît. Puis j'étais dans l'immobilier. Parce que lui faisait de l'immobilier. Okay, ouais. Il faisait de l'immobilier le matin, le midi, puis le soir. Puis Benoît, c'est un notaire qui roulait quand même pas mal. Fait que j'ai commencé comme ça. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que de un, me faire dire quoi faire, rouler pour quelqu'un d'autre, il y avait des petites choses que j'aimais moins. Sans qu'on soit jamais en conflit, parce que Benoît, ça a toujours été un bon coach. À un moment donné, il l'a vu, lui. Puis il me dit, écoute, moi, j'ai parlé d'association, puis tout ça, il me dit non. Moi, je vais être tout seul, puis toi, tu devrais voler de tes propres ailes. Okay. Fais le move, fais le saut. J'étais rendu avec une grosse clientèle. J'allais chercher du monde jusque sur la rive sud. Je faisais des clients à Sherbrooke. Je finissais à Sherbrooke. Je faisais des allers-retours à Montréal. Dans le temps, ça n'existait pas, signature électronique. Aucune signature électronique. Que papier, déplacement. J'avais brandé le notariat à domicile. Et je commençais, j'avais aucun client. Je suis parti de zéro. Let's go. En fait, écoute, j'ai fait des visites libres en commençant à mon premier mois avec dégustation de vin. J'avais imprimé sur une feuille la photo de la maison et des scénarios de paiement selon la mise de fonds que tu mettais. Puis je donnais ça au client et au courtier immobilier. Le courtier immobilier était comme... T'es qui, toi? Puis finalement, il y était 2 courtiers. Il y en a un qui a tout de suite fait affaire avec moi. Puis après 1 an, l'autre, il a dit OK, ouais, vraiment, je pense qu'il a fait ses preuves. Puis pendant 3 ans, on a eu une très grosse collaboration ensemble. Fait que cette visite-là, ça n'a pas été des clients que tu es allé chercher, c'est des partenariats, mais c'est avec des actions qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas le choix. À sa place, c'est difficile. Les réseaux sociaux ne sont pas présents. C'est pas comme aujourd'hui. Tu peux pas juste faire des capsules, les mettre partout sur TikTok, Instagram, ça n'existait pas. Il y avait Facebook qui existait, puis c'était déjà énorme. On l'utilisait pas tant côté publicité. Non, c'est ça a changé. Fait que je prenais le téléphone, j'appelais surtout. Moi, j'ai visé les banques, les courtiers immobiliers. La majorité de ces gens-là sont devenus des amis, des gens avec qui je travaille depuis les 12-13 dernières années. Là, je travaillais fort. Je deviens travailleur autonome en 2016. L'idée émerge en 2015. Le premier pas, disons, en 2016. Fait que là, 2015, j'ai déjà eu... Quasiment en même temps que j'ai commencé. Là, fait que c'est peut-être pour ça aussi. En même temps qu'on a eu ma petite fille, Eden. Puis après ça, Nolan qui a suivi 2 ans plus tard. Mais
au travers de tout ça, fallait que je le fasse. Je voulais pas faire ça trop tard. Je voulais commencer à le faire jeune. Puis même dès que j'ai commencé en 2016, l'idée que j'avais, c'était je veux une adjointe. Ouais. Fait que je me suis engagé une adjointe, Mélanie. Mélanie qui était déjà, qui avait un gros background en technique juridique, qui avait travaillé dans plusieurs bureaux. Ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, puis j'avais eu son nom, mais elle était au gouvernement. Je l'ai eu dans une transaction. Okay. J'ai réussi à la convaincre de revenir pour moi. Puis elle aimait tellement charme, ça. Rendu là. Je pense que mon charme lui a aidé. Je pense pas que j'avais ce chandail-là de l'équipeur, mais je pense que ça a fonctionné pareil. C'est drôle parce que mon adjointe aussi, ça a été ma cliente à la base. Ah, pour vrai? Oui, Kim a été déménagée de Gatineau à Trois-Rivières. Elle n'avait pas d'emploi. Son chum était déménagé pour travailler à l'hôpital. Puis j'avais vu qu'elle faisait son cours de secrétariat. Je l'ai appelée. Est-ce que tu voudrais retourner travailler avec moi? Je l'ai convaincue. J'adore ça. J'adore mon charme et à mon charisme aussi. J'adore le destin. Mais... le charisme. Mais elle était là, puis je voyais qu'elle voulait. Elle dit, il faut que j'en parle avec mon chum parce qu'elle n'a pas eu des années faciles. Fait qu'il y a eu Mélanie. Après ça, j'ai rencontré Christina Lavoie, qui est notaire chez nous depuis le début. Elle voulait faire son stage. Je l'ai pris pour le stage. Puis là, je voulais pas attendre d'être rendu à 50, 60 ans pour dire j'engage quelqu'un pour me permettre de prendre ça plus relax. Non, c'est ça. J'ai dit on va gonner ça là. Puis la clientèle répondait. Je travaillais, je faisais des heures, mon gars. Il n'y avait aucune fin là, tu à mes journées. Genre, j'ai dans ma tête le 18 de tantôt. Là. Ah, mais c'est ça. Fait que là, c'est Mélanie, Christina. Puis après ça, il y a eu d'autres adjointes qui sont rentrées, qui sont reparties. Mais l'objectif que j'avais, c'était toujours de faire évoluer ça. La clientèle suivait. Plus je faisais du PR, plus la clientèle suivait. Le PR que tu commences, souvent, il va revenir un petit peu plus dans le 3-4 ans après que tu aies commencé à semer tes graines. Il va développer, puis il va avoir une espèce de boom à un moment donné qui va se créer. Moi, le boom est arrivé en 2019, où on a décidé de changer le bureau de place, d'agrandir. Juste avant le COVID, ça tombe bien. Juste avant le COVID. J'avais un autre notaire qui était rentré. On était rendu 8. J'avais décidé d'amener tout le monde dans le sud, fêter ça. On était allé à Cuba. Wow. Un beau petit voyage d'équipe. Puis après ça, on a même agrandi le bureau. Tu reviens de Jamaïque, là, 2020. avec ton équipe. On revient de Jamaïque avec l'équipe t'as aussi. payé pour 18 personnes, c'était 8. On est parti 16. Il y en a qui ont amené leur conjoint, ça faisait 18. Mais ouais, ça, c'est vraiment des belles activités à faire en gang. Fait que là, on grossit. Puis là, pouf, le COVID arrive. COVID arrive. COVID, on était sûr que tout allait fermer. On n'avait aucune idée, on n'avait aucun repère. J'ai engagé un autre notaire, une autre adjointe. J'ai un notaire d'expérience, François Chouinard, que j'ai réussi à convaincre de venir nous rejoindre. Puis le COVID arrive. Puis là, ça menace de tout couper. Le chapeau, là, dans le sens que tu as des salaires, tu as des dépenses, tu as des loyers, tu as des comptes à rendre. Là. Il y a des gros loyers, grosses dépenses. Puis le loyer est tellement gros que justement, je commence à parler avec le propriétaire de l'idée de partir, de trouver un bâtiment qu'on pourrait même acheter. Fait que au travers du COVID, ça a été beaucoup de décisions, beaucoup de casse-tête. Pendant qu'on faisait l'agrandissement du bureau, je pensais déjà à m'en aller, à trouver quelque chose d'autre. Ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Puis pendant ce temps-là, j'avais déjà la tête ailleurs dans un autre projet. Au travers des crises, des lois qui changent, au travers de la pandémie mondiale, la famille, là-dedans, la famille de mes employés, les employés qui partent. Ouais. On a eu 22 départs quasiment, 22 départs embauches en dedans de 2 ans. Est-ce que c'est là que la signature électronique, la loi l'a changé pour vous le permettre? Ouais. On en parle-tu? On peut en parler là, si tu veux. On peut le faire à part. Dans le fond, il fallait que la Chambre des notaires réagisse. Moi, je trouve qu'ils ont réagi rapidement et qu'ils l'ont bien fait. Ça faisait longtemps que moi, l'idée, je l'avais. Ça faisait longtemps probablement que d'autres notaires avaient l'idée des signatures électroniques. Veux pas. On transite dans un monde de signatures électroniques déjà. Les signatures étaient électroniques aussi pour signer mes hypothèques, signer mon mandat de courtage. Pour les courtiers immobiliers. Ben oui. Je me suis dit, un jour, on pourrait s'inspirer de tout, ça serait vraiment hot. Ça a pris une pandémie mondiale, mais c'est arrivé, les signatures électroniques. Là, il faut que tu rencontres ton équipe, il faut que tu lises les nouvelles lois, il faut que tu adaptes ton bureau à faire des signatures. Puis au début, comme dans n'importe quoi, ça a été hyper mal reçu par beaucoup de notaires. Ah ouais. Puis je comprends. Disons que tu es plus vieux, plus archaïque. On te demande de laisser ta dactylo de côté pour aller... Je rigole un peu avec la dactylo, mais on en a quand même 3 au bureau, là, mais... Tu te ramasses à c'est quoi cette bébête-là? Mais ça a été bien fait, bien brandé, puis ça a vraiment bien fonctionné. Au début, il y avait des petits accros, mais moi, j'ai dit à mon équipe, on peut pas laisser ça aller. Ça vient d'arriver, c'est
on se lance là-dedans, on saute là-dedans, on va être les premiers à le faire en Estrie. Fait qu'on est rentré là-dedans au fond. Dès que c'était possible, on a commencé à mettre nos clients en signature électronique. Puis on avait le droit de le faire. Ouais. C'était une rencontre Teams en même temps. Oui. Parce qu'encore aujourd'hui, on le fait, mais pour ceux qui se demandent, on te rencontre en Teams, il y a une préparation qui est faite avant. Ouais, on va monter le dossier de la même façon. Le dossier va rentrer au bureau, il va être ouvert, préparé, les recherches vont être faites, toutes les vérifications, les conformités, puis tout ça. On va fixer les rendez-vous, puis disons que là, ça donne que c'est des rencontres en virtuel, à distance. Bien, on va se rencontrer en Teams. Puis là, évidemment, personne ne connaissait ça. Fait qu'on envoyait des pamphlets à nos clients, des formulaires de préparation, les adjoints prenaient du temps avec eux autres. Fait que nous, on vit ça en même temps qu'on agrandit le bureau, en même temps que le COVID commence, en même temps que je suis en train de planifier probablement un achat de bâtisse puis un déménagement. On forme les gens. Mes notaires ont super bien évolué là-dedans. Les adjointes aussi. Tout le monde a pris un petit peu plus de charge pour mettre ça en place. Puis là, paf, on faisait des signatures électroniques. Moi, je ne suis pas un notaire qui en fait 2 par jour. Là. Je suis un notaire qui est habitué d'enrouler une dizaine par jour. Wow. Okay. Une dizaine par jour électronique, c'était impossible. C'était long. Okay. Il y avait des délais. Long. Les gens ne pouvaient pas se connecter. Ouais, c'est vrai. Fait que ça a vraiment été une réadaptation complète. Il a fallu qu'on se fasse. On se faisait des meetings aux semaines pour être capable d'évoluer là-dedans. Plein de choses que les clients ne voient pas. Bon, on l'a fait. Puis maintenant, je pouvais en signer une dizaine dans une journée électronique, puis c'était moins d'ouvrage. On a évolué là-dedans. Puis après ça, un petit peu après, disons, l'arrivée des signatures électroniques, puis tout ça, là, on a trouvé une bâtisse. On a encore agrandi l'équipe, puis on a décidé de déménager. Okay. Puis devenir devenir propriétaire de notre propre place. Tu étais à Sherbrooke même? Sherbrooke, c'est le bureau principal. Okay. On a ouvert là, 2 ans, un petit peu plus, une succursale à Magog. Okay. Beaucoup de clients de Magog. Je trouvais ça le fun d'avoir une présence sur place, d'investir sur place aussi. Tu peux aller nager au lac Manfred. Aller nager au Manfred entre 2 clients. Fait qu'on a ouvert à Magog. C'est un point de service. Quand les signatures électroniques sont arrivées, évidemment, beaucoup de gens de Magog qu'on aurait fait signer à Magog préféraient les signatures électroniques. Puis là, on en parle parce qu'il n'y a pas de restriction à ce moment-là comme telle. On les utilise, puis tant que tu respectes la méthode d'utilisation, on peut l'utiliser. Fait qu'à un moment donné, les gens sont devenus habitués. C'est quand même 3 ans que tu roules avec les signatures électroniques. Là, parce que la loi, elle a changé, on va l'aborder, mais tout le monde est comme « Hein, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » On était tellement habitués, ça allait tellement bien que là, c'est encore possible, tu sais. On en parlait tantôt, mais c'est sûr que ça a changé un petit peu dans les derniers mois. Fait que là, on arrive à notre déménagement, l'achat de la nouvelle bâtisse. Là, j'ai une grosse équipe. J'ai un stagiaire qui vient de rentrer aussi, qui va être un futur notaire. Wow. Je pense que... Puis là, on arrive à aujourd'hui où là, on a notre propre bâtisse à Sherbrooke. On est 15 officiels. Je vais avoir un stagiaire. Mon stagiaire va devenir un notaire aussi l'année prochaine, Lucas. Donc là, on va être 5 notaires qui travaillent tous à Sherbrooke. Vous êtes 5 notaires, le reste... Adjointe, administrative, équipe. Adjointe, collaboratrice, technicienne. Okay. Belle grande famille. Là, ça fait un bon bout qu'on n'a pas eu de départ. Tissé serré. Fait que là, c'est ça. Fait que cette année, j'ai eu l'idée de les amener en Jamaïque pour aller fêter ça. Wow, on est parti. On a fermé le bureau 1 semaine en novembre. On est parti toute la gang. Puis... Bon, c'est ça. J'aurais pas le choix de le faire. C'est là où on est rendu. Ouais, là, maintenant, c'est dit. Une belle gang. C'est sûr que à chaque jour, il y a un nouveau défi. J'ai pas de ressources humaines comme telles. Ouais. Donc, j'ai des adjointes qui ont différents titres. J'ai une directrice générale qui m'aide beaucoup avec la gestion. Bravo de devoir gérer tout ça en même temps de tous les dossiers, la famille, l'entraînement, la gestion du temps. C'est incroyable. Tu te lèves à quelle heure? J'ai toujours été un gars qui se levait tôt. Je te dirais que quand j'ai arrêté de fumer, c'est là où l'idée du sport a embarqué. Commencer un peu avec la course à pied. Fait que je me levais tout le temps à 4h30, 5h environ. Ouais. Parce qu'avec les enfants, la famille, ben, le temps le soir était important, tout ça. Fait que j'essayais d'y aller. T'es fatigué le soir aussi. T'es fatigué de toute façon. Tu coucher tôt, te lever tôt. Ouais. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je me lève tout le temps à 4h30, 5h. Mon café, il est prêt. Mon alarme est dans la cuisine. Mon linge, il est prêt sur le divan. Je me lève à 5h ou 4h30. Je me dépêche pour que le cadran sonne trop longtemps pour les réveiller. Mais là, tu es en boxeur dans la cuisine, fait fret un peu. Let's go, c'est commencé.
Fait que là, prendre une vitamine, un verre d'eau, un café, puis je suis parti. Faut juste que tu te lèves. Mais c'est de trouver avec des enfants le moment, tu sais, puis moi, c'est vraiment avant qu'ils se lèvent, là, parce qu'une fois qu'ils se lèvent, là, t'es dans le tourbillon, là, t'as les courriels, t'as la job, oublie ça, faut t'aller tes habits pour aller à la garderie, puis là, tu commences à 9 h, t'as rien pu régler comme problème. Avant que tout le monde se lève, tu peux en envoyer 10, 15 courriels efficaces, t'es pas dérangé, t'as aucun téléphone. Honnêtement, là, je travaille pour 2 heures le matin en l'espace de 30 minutes, puis dans la journée, là, ça s'accumule les courriels. Je réponds juste aux trucs urgents, puis j'avance pas. C'est ce que j'aime de l'équipe, c'est d'avoir des gens maintenant. Mes courriels sont tous gérés par les filles au bureau. Ils sont tous divisés. Nous, on a vraiment fractionné le bureau. Moi, je voulais le faire comme une business. Le notariat, on rend un service. C'est sûr que, bon, il y a un titre qui vient avec ça, puis tout ça. Mais j'ai tellement vu de notaires faire tout seul, de A à Z, puis se brûler sans les ressources appropriées. Je voulais faire ça différemment. Fait que le dossier rentre, il est géré par quelqu'un. Les rendez-vous sont fixés par quelqu'un. Après ça, les recherches de titres sont faites à l'externe par les notaires. Tu as réussi à gérer, à déléguer les tâches là, efficacement. Puis il y en a plein qui vont dire que j'ai fait une espèce d'usine, travail à la chaîne. Mais en fait, travail à la chaîne, c'est un travail d'équipe. Puis la manière qu'on l'a formé, qu'on l'a brandé, toutes mes adjoints travaillent ensemble. Ils sont en silo, séparés. Ils ont chacun des tâches particulières. Toutes leurs tâches sont connexes. Puis pour que le dossier se rende jusqu'à la fin et qu'il soit traité aussi efficacement. La semaine prochaine, on en fait au-dessus de 80 transactions. Quoi? C'est la grosse saison après Noël, là? Il n'y a pas beaucoup de bureaux qui peuvent faire ça. Et quand les bureaux décident de fermer ou qu'ils décident qu'un notaire, il ne faut pas que ça en fasse beaucoup, ça, c'est pas vrai. C'est pas écrit nulle part qu'un notaire, il ne peut pas en faire beaucoup. Quand tu n'en fais pas beaucoup, ben, tu pénalises des clients. Beaucoup de monde nous appelle en ce moment, là, depuis des semaines, pour nous dire qu'il n'y a plus de bureaux qui en prennent. Moi, j'en prends. Comment je fais pour acheter ma maison? Et que c'est un service qu'on rend à la base. Moi, j'ai toujours dit, je le redis encore, chez nous, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de moins gros dossiers. Je déteste le rôle du notaire qui est assis sur son trône et qui fait comme hey, c'est moi qui décide. Moi, j'en prends plus, ou si je le prends, c'est le double. Ces affaires-là, chez nous, il n'y en a jamais eu. T'as vraiment des prix compétitifs pour vrai. Oui, puis je vais rester qualité-prix pour le restant de mes jours. On a beaucoup augmenté. C'est normal. Tout le monde a augmenté. Le coût de la vie a augmenté. Mais mon objectif, ça ne sera jamais de... Là, je le dis, j'ai ton podcast, je peux dire ce que je veux. Fait que jamais je vais crosser mon client. Le monde, ils viennent chez nous. On charge qu'est-ce que ça vaut. Mais écoute... Qu'est-ce que ça vaut, justement? T'sais, ça a augmenté à 2000. Des fois, c'est entre 1200 à 2000, tout dépendant des transactions. Il n'y a pas de avant, charte. Ça coûtait 1000 $ et moins avant le COVID. Là, pourquoi ça a augmenté? C'est comment qu'on décortique un frais? Oui, il y a la portion main-d'œuvre, rentabilité du dossier, ça c'est bien correct, mais y a-tu des frais de publication, je pense, de 500 $ au registre foncier, que le monde, il pense que c'est 2000 dans les poches. Non, il y a d'autres frais administratifs là-dedans. Les 1000 $ ça n'a jamais eu sa place. C'est juste viable. Puis même par secteur, par région, par ville, tout dépend de la compétition que tu vas avoir. C'est pas toujours évident de se placer. Les prix ne se ressembleront pas non plus. Il n'y a pas de charte. Il y en a déjà eu une. Moi, j'ai jamais connu ça. Il n'y a pas de charte de prix. Fait que tu vas appeler un bureau de notaire, ils vont te dire c'est 1500, tout inclus. Un autre bureau va te dire c'est 1800. Un autre bureau va te dire c'est 2000. Un autre bureau fait moins de ce type de dossier-là, va dire moi, je vais charger 2500 parce que on n'en fait pas beaucoup, je ne suis pas habitué. Banque virtuelle, frais supplémentaires. Toi, est-ce que tu en charges? On le met dans la facture. C'est sûr qu'une banque, les banques virtuelles peuvent nécessiter, puis il y en a tellement. C'est pas énorme tes frais supplémentaires, c'est minime. 100 $ de plus, exact. 150. Parce que moi, j'en connais des notaires, soit qui veulent pas faire la transaction ou qui vont charger 500, 600. Là, ça décourage vraiment le client. Puis c'est moi qui reçois un appel après du client en disant ben là, tu m'as référé une banque virtuelle, puis ça me coûte le double de notaire. C'est pour ça que je suis content de te connaître. Vos réseaux sont importants. Ça, bien connaître les professionnels qui nous entourent. Pourquoi ils chargent plus cher les notaires versus des banques virtuelles? Moi, je vais charger probablement plus cher si je fais, exemple, une succession parce que je ne suis pas habitué d'en faire. Quand je vais le faire, ça va être pour rendre service à un client. Puis tout ça, on va y aller souvent à l'heure. Versus l'immobilier où j'en fais à toutes les demi-heures de tous les jours. Mon équipe est brandée pour ça. Je sais exactement ce que ça coûte du point A jusqu'au point B. Je vais être plus compétitif. C'est normal. On est habitué d'en faire à volume. Oui, tu es habitué de travailler avec eux. Je pense qu'ils demandent un petit peu plus d'administration, les papiers, comment de la façon qu'ils rentrent. Je sais que les banques, les caisses utilisent la plateforme TELUS, qui est comme... Il y a déjà un travail administratif qui est fait d'avance, soit par le conseiller en caisse. Ça rentre comme vraiment plus clé en main, on va dire. Puis je pense que virtuel, peut-être même pas tant que ça. Là, mais nous, chez nous, le virtuel, il n'y a pratiquement aucune différence. Bon. Mais en fait, c'est comme le sport. On parle souvent de sport avec toi, on va en reparler plein de fois dans le podcast.
si je te donne un nouveau vélo, là, disons que pour ton prochain Ironman, là, Ouais. c'est comme là, lui que j'ai fait, j'ai amené mon vélo. On l'a remonté, démonté sur place, tout ça. Mais Félicitations, ça fait une semaine, tu es revenu de Floride. merci, ouais, Ironman, c'était dimanche, le 70.3 de Haynes Faut en parler. City. On va en parler tantôt. Mais reviens avec ton vélo. Moi, l'exemple que j'aime du vélo, c'est si tu arrives au Ironman puis je te donne un vélo, un vélo de fou, là. Brand new, il est débile. C'est la première fois que tu l'utilises. Tu n'as pas pu t'échauffer avec, te pratiquer. C'est sûr que tu vas être plus lent au départ. Tu vas prendre plus de temps. Tu vas peut-être te tromper aussi, quelques fois. Automatiquement, tu es moins performant que n'importe qui est habitué. J'ai commencé le notariat avec Benoît Raymond comme employé. J'ai rencontré des gens de chez Group Investors, faisaient des hypothèques. Ouais. C'était des hypothèques de style, disons, virtuel. On pourrait appeler ça banque virtuelle. Ouais. Il y avait des formulaires, des papiers. C'était différent. Puis j'avais rencontré déjà des courtiers qui faisaient des banques comme, disons, First National, mais Investors, ça a été le premier. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé chez nous, j'ai lu les hypothèques, j'ai vu c'était quoi les formulaires, j'ai appris à connaître les gens qui travaillaient là-bas dans les départements, je me suis fait mes propres modèles, puis j'ai établi un prix. Fait que quand les gens nous appelaient après, moi, mes adjoints de chez nous, là, ils connaissent tout le monde qui travaille dans les banques virtuelles, ils sont habitués de dealer avec eux autres, puis mes adjoints, ils ont du système D à fond Léon. Fait que quand les dossiers vont rentrer, tous les prix sont là, le client va appeler, il se sent épaulé. Ben oui. On ne veut pas y expliquer que c'est différent. On va juste lui rendre le service pour lequel... C'est pas différent tant que ça. C'est juste, il n'y a aucune différence. Les formulaires sont différents. Le traitement là-bas est peut-être différent. Peut-être que je prends exemple sur Aventry ou sur Lenwise, Merix, tout ça, c'est pas des banques virtuelles qui existent depuis si longtemps non plus. Aventry, qui est quand même assez récent. Savais-tu que Lenwise Merix a été acheté par la MCAP, Caisse de placement et dépôt du Québec? Fait au final, c'est la même place. C'est toute la même place. Tous les mêmes fonds de toute façon. Il y a pas mal First National puis MCAP. C'est sûr que si le client y appelle, puis qu'on fait comme OK, c'est une banque virtuelle. Le client est comme OK, j'ai-tu fait quelque chose? Non, mais c'est plus cher. OK. Le client, lui, aucune des premières maisons. C'est ça. Il arrive de chez vous, il est entouré par plein de gens. Personne n'y a jamais dit que c'était spécial. Le notaire arrive, puis il démolit au complet. Moi, je pense que c'est juste mal abordé. Moi maintenant, j'en parle à mon client, puis je réfère le bon notaire, justement, à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, pas que je parle à la face, mais il faut que je me défende un petit peu, ou je suis comme... Je trouve ça correct qu'il y ait des frais supplémentaires pour ce qui prend plus de temps. C'est normal. Le but, c'est pas de couper les prix. Un salarié qui fait de l'over, il va être payé de plus, c'est normal. Mais si je démolis le fait ou si je l'amène comme étant négatif, nous, c'est positif. Vous faites affaire avec quelle institution financière? Première question que les adjoints vont poser en fixant les rendez-vous. Moi, je fais affaire avec Manuvie. Parfait. Juste vous dire, pour la facturation, le prix de base, c'est exemple 1500. Puis, il y a un 100 de frais supplémentaires pour les banques virtuelles, parce qu'il y a un petit peu plus de travail. Puis, les délais, des fois, de réception des fonds et de tout ça sont un petit peu plus longs. C'est 100 de plus. Le client fait comme OK, je comprends, c'est parfait. Souvent, ils sont déjà un petit peu au courant. Si je dis que c'est 800 pièces de plus, ou que, vous avez choisi ça, ça n'a pas de bon sens, c'est le double, le client, il est en panique. Pourquoi on choisit une banque virtuelle? Pour plein de raisons. Je me permets d'en parler juste un petit peu, surtout pour les premiers acheteurs. Premièrement, les clauses de pénalité hypothécaire en cas de bris de contrat sont vraiment plus flexibles. Okay? Le calcul est vraiment fait différemment au niveau entre le taux affiché, tout le différentiel de taux ou 3 mois d'intérêt, mais d'ordre général, les pénalités sont très faibles, surtout, par exemple, avec Banque Manuvie que j'aime beaucoup travailler. Et deuxièmement, le taux d'intérêt beaucoup plus bas. Surtout quand on passe avec la SCHL, l'assureur hypothécaire, en ce moment, on a un 0,2, même 0,3 de différence entre un taux dans une banque ou dans un mouvement Desjardins versus un prêteur virtuel. Fait que, si on vient faire économiser, écoute, 2 000 3 000 d'intérêt de moins pour 100 de frais de plus aux besoins administratifs, ça vaut la chandelle. Et pour ces raisons-là, le client sauve des intérêts. S'il arrive une bad luck dans la vie, une séparation, transfert à cause du travail, des fois, pourquoi on brise une hypothèque? Ça peut être aussi pour des mauvaises raisons. Séparation, mais aussi parce que, exemple, durant le COVID, quand les taux d'intérêt étaient à 3,5 4 c'était haut en passant, chute à 1,5 1,27 fixe 5 ans. Le monde, en fait, je peux-tu avoir ce taux-là? Oui, mais tu payes la pénalité. C'est 15-20 000. 20 000 piastres de pénalité pour briser mon contrat. Oui, mais si tu avais été avec telle banque, peut-être virtuelle, ça t'aurait coûté 3 mois d'intérêt. Donc, 1 000 $. T'as peu. OK.
Fait que, tu sais, elle a la grosse différence. Fait que j'ai des clients qu'on n'a pas été capable de changer pour avoir vraiment un meilleur taux, sauver encore plus d'intérêt. Mais c'est sûr qu'on avait des bons produits flexibles, on était en mesure de le faire. Ou même chose que le produit variable, c'est quand même très flexible. Oui, aujourd'hui, le variable, durant la dernière année, a été quand même relativement difficile. Là, ça n'a pas été évident. On est pas mal plus vers la pente descendante actuellement, mais rien n'empêche que ça peut réaugmenter. Mais la clause d'une pénalité d'un 3 mois, de variable, c'est 3 mois d'intérêt. Donc, encore là, c'est super flexible. Fait il y a beaucoup de clients que j'ai été capable de, on paye 3 mois de pénalité, on te refixe, puis on va sauver. La pénalité de 1 000 tu la rentabilises en même pas un an, puis on va économiser encore plus. La règle de base, là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Le client a le droit de choisir. Ben oui. Et quand on le ramène à ça, je trouve que ça enlève la pression, du stress, puis un paquet d'idéologies subjectives. Je veux dire, moi, j'ai un bureau de notaire, je rends des services notariaux, je rends des services juridiques, non contentieux. La base, c'est que je rends un service. Absolument. Et que le client, il vient me voir, je vais le servir. Si je n'offre pas ce service, je ne vais juste pas l'offrir. Puis si je le fais, je vais le faire au meilleur de ce que je peux faire. C'est pas à moi de juger ce que les autres vont faire autour. Je ne suis pas une espèce de roi et maître de quoi que ce soit. J'offre un service. Oui, ben c'est pas vrai. Même vision, honnêtement. Pour moi, le service, c'est qu'est-ce qui est le plus important lors de la transaction. Disponibilité, puis que ça se passe bien. Puis maintenant, j'ai 2, 3 adjointes. Une plus au niveau suivi. Ma conjointe, en fait, elle s'occupe plus des tâches administratives. Mais j'ai vraiment mon adjointe principale. Et même que je lui ai engagé une bras droit, Héloïse, qu'on salue, pour justement la décharger de toutes les montées de dossiers, la paperasse, pour qu'elle puisse faire vraiment plus au niveau diriger plus l'entreprise pour que moi, j'aie plus de temps de faire du développement, de parler des stratégies fiscales reliées à l'hypothèque qui m'allument vraiment actuellement, Manœuvre Smith, mise à part de l'argent, les vidéos. Fait que comme ça, c'est un travail d'équipe, c'est du service, puis jamais le client il est laissé à lui-même, au contraire. Là, tout est épaulé, puis on a tout 24 heures dans une journée aussi. Là, fait que, mais le service, pour vrai, puis j'étais allé magasiner une nouvelle voiture, puis c'était ça le slogan chez Ford. Faudrait que je le retrouve, là, mais c'était par rapport au service. J'ai fait sans service, honnêtement, il n'y a pas d'entreprise qui va être viable. Même si on se donne l'idée que les gens sont obligés de venir nous voir, parce que quand même, au niveau notarial, on est chanceux. L'hypothèque doit être reçue devant notaire. Le testament, bon, il y a plusieurs formes de testament, mais quand même, le testament notarié, c'est lui qui est le plus fort et de très loin. Donc, tu sais, je me suis souvent fait dire par d'autres notaires qu'ils sont obligés de venir chez nous. Tu sais, le fameux, j'ai pas besoin de développer, il faut qu'il passe par nous. Tu sais, c'est nous, tout le temps nous. Et je veux pas dire que je suis pas proche des autres notaires. J'ai plein de notaires que j'adore, mais à chaque fois, c'est la même chose. On parle juste du fait que c'est jamais assez cher, on charge jamais assez cher. C'est tout le temps une question de prix. Offre ton service. Puis charge le prix que tu veux. Tu vas être payé en conséquence si tu offres le service que tu as à offrir, mais tout part avec le service. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas le choix. J'étais automatiquement un peu moins cher que certains autres. Je me suis basé sur un carcan qui existait déjà de facturation dans un bureau qui était déjà établi. Je suis parti avec ça. Après ça, il y a toute l'évolution des prix qui a suivi. C'est vraiment difficile de se situer. Fait que j'ai décidé, je charge ce que j'ai à charger. J'ai compté les heures, grosso modo, de ce que ça coûtait. Parfait. Mais je veux pas être le plus cher, je le serai jamais. Je vais jamais comme... comment je pourrais dire ça? Faire miroiter mes services comme étant genre un rayon de Dieu là, que tout le monde devrait se payer, puis que peu importe comment ça coûte, il faut absolument que les gens fassent affaire chez nous. Comme tu l'as dit, c'est le service. Absolument. C'est le service qui compte. Service, signature électronique, pour moi, c'est un service, honnêtement, avoir des signatures électroniques. Là, la loi l'a changé depuis mi-octobre. Qu'est-ce qu'il y en est avec la nouvelle loi? Comment qu'on s'adapte à ça? Je te dirais qu'on s'en va aussi dans 2-3 ans, veut pas, mettons. Je trouve ça beau. Bien, déjà, en partant, si on revient un petit peu en arrière, on se rappelle qu'il y a eu, le COVID, assez dur à oublier. On se rappelle l'arrivée des signatures électroniques, tout ce que ça a créé, énormément de travail pour arriver à mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais même imaginé qu'il existerait. Là, on est quelques années tranquilles où on peut faire signer les gens. C'est quand même une lourde adaptation, donc peut-être beaucoup de notaires qui sont même arrivés en signature électronique plus tard que l'année où ça a été autorisé. On commence à être à l'aise. Moi, j'ai investi beaucoup au bureau pour avoir des salles de conférence qui ont
les écrans, les micros, les caméras, pour que je puisse être capable de faire signer mes clients, prendre du temps avec ceux qui sont là en présentiel. On a beaucoup de clientèle qui sont stressées. Tu sais, les personnes plus âgées sont stressées par les signatures électroniques. Hey, venez au bureau, on va le signer avec vous, on va être là. C'est stressant, passer chez le notaire. C'est déjà stressant le notaire. En plus, tu y rajoutes le fait que ça prend un courriel. Puis on a quand même beaucoup de clients, on s'est rendu compte qu'il y avait des courriels conjoints. Ça, c'est quand même très drôle. Genre Monique et Gérard @gmail.com, ça donne une idée. Ou famille, quelque chose, Fait que juste créer un nouveau courriel. Souvent, les gens venaient accompagner, venaient au bureau. Mes adjointes vont les aider, vont les amener à leur courriel, vont les aider à signer. Fait qu'on on a investi énormément pour que les salles soient, point de vue technologique, adaptées à la situation. Puis là, quand on est au plus à l'aise, la loi rentre. Moi, j'ai même pas cru au début. Je pensais que c'était une joke. Je vois ça arriver. Je comprends l'objectif de la Chambre des notaires de toujours protéger le public, s'assurer que les gens signent, que ce soit un consentement libre et éclairé, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils signent, qu'ils ne soient pas sous captation ou quoi que ce soit. Ça, je comprends tout ça. Mais quand c'est arrivé, ça a quand même vraiment fessé. C'est comme si on nous disait, OK, vous avez développé là-dessus. Beaucoup de jeunes notaires, c'est pas facile de développer des réseaux. L'ont fait de manière virtuelle en plus. Sont aimés parce qu'ils offrent ce service-là, même des fois à 100%. Il y a beaucoup de notaires qui n'offrent pas de service en présentiel depuis que la loi elle existe. Moi, je trouve ça magnifique de voir ça, que tout le monde puisse développer sa clientèle, puis surtout que le client puisse, puis ça c'est la base même de la loi, que le client puisse choisir de faire affaire avec le notaire qu'il veut. C'est une question de confiance. Avant, là, notaire de village, moi je l'ai vécu parce que ma femme elle vient d'une petite place, puis j'étais comme le notaire de ce petit village-là où je le faisais à domicile. Fait qu'il y a vraiment une question de confiance, il y a un lien qui se crée, le lien de confiance fait partie aussi de la loi. C'est une fois que c'est brisé, ça se recolle plus. Fait qu'on a créé tellement de liens avec tellement de gens différents, pas juste mon bureau, tous les bureaux au Québec. Puis là, tout d'un coup, là, on ne peut plus l'utiliser de la même façon. Là c'est retombé à... C'est pas défini clairement encore. Puis il y a beaucoup de formations qui s'en viennent là-dessus, mais ce qu'ils ont dit, c'est que c'est en mesure exceptionnelle. Okay. Fait que je peux te donner un exemple concret. Disons que j'ai un client à Sherbrooke. Je suis à Sherbrooke. J'ai un client à Sherbrooke qui veut acheter une maison. Bon, quelque chose qui arrive quand même souvent, dossier normal. Le client va appeler, on va recevoir le dossier, on va l'appeler pour fixer les rendez-vous quelques jours après avoir reçu le dossier. Puis il va dire, écoute, j'aimerais ça signer à distance. Fait que là, on va lui poser la question. Qu'est-ce qui justifierait votre signature électronique à distance? Si c'est pas un cas, exemple, jugé comme exceptionnel, urgent, maladie ou des situations particulières, l'hôpital, le COVID, des choses comme ça, ou le fait qu'il soit à l'extérieur du pays pendant ce temps-là, bien, déjà à la base, on ne peut pas le faire signer électronique à distance. Il faut que les deux parties, exemple vendeur-acheteur, soient empêchés de se déplacer pour des causes jugées, encore une fois, exceptionnelles. Fait que si, exemple, j'ai deux vendeurs qui sont, je sais pas moi, aux Bahamas, ne peuvent pas revenir, pas pu prendre l'avion, la transaction se faisait le lundi, ils n'y arriveront pas avant le mercredi, bien, on serait porté à dire, bien, c'est un cas où on peut le mettre en signature électronique à distance. Et si mon acheteur, lui, n'est pas empêché de se déplacer, bien là, il faut que l'acheteur se déplace. Je pourrais pas faire signer tout le monde à distance. Je dirais à tous mes acheteurs de dire à leurs vendeurs, partez en vacances, allez louer une chambre d'hôtel. On y a tout pensé. Changer de province, juste pour une fin de semaine. C'est quand même pour les actes notariés en minutes. Donc, supposons mon hypothèque, mon acte de vente, ce genre de choses-là. Ça, normalement, je peux pas les faire signer à distance électroniquement sans avoir des raisons qui sont de nature exceptionnelle. C'est sûr que, bon, les dossiers qui avaient été reçus avant, ça, c'était correct. On pouvait les continuer comme ça. Et quand même, j'enseigne encore de manière virtuelle. Il y a des cas où on peut le faire. Clients qui sont dans l'impossibilité de se déplacer, clients malades, puis tous les actes qui ne sont pas notariés en minutes. Tout le corporatif, par exemple, les procurations qui sont attestées. Ce sont des bureaux satellites. Et tu parlais, félicitations, tu t'es ouvert un nouveau bureau aussi à Drummondville. Mais là, mon bureau de Magog va peut-être comme reprendre un petit peu plus. Souvent, on signait ces gens-là à distance. Là, on les signe sur place. Puis oui, je viens de signer un petit bail à Drummondville. Je voulais un point de service à Drummond. Ça faisait déjà un petit bout. Tellement de belles compagnies, tellement de belles clientèles là-bas. Il va falloir qu'on trouve une option pour Québec. Trois-Rivières bientôt. Oui, ben j'aimerais ça avoir plusieurs bureaux. Mais là, on va être à 2 points de service plus Sherbrooke. Ouais.
va commencer avec ça. Mais ouais, j'aimerais ça d'en avoir un petit peu partout. Est-ce qu'on peut faire des signatures électroniques, l'administration un petit peu d'avance, puis ils viennent juste signer genre en bureau satellite? Ou je sais que dans les renouvellements, refinancements, ça semble peut-être être possible, mais là, vu qu'il y a des actes de vente, c'est vraiment plus... c'est pas juste une hypothèque, là. Quand il y a un seul rendez-vous, déjà, ça. c'était moins pire. 2 rendez-vous, Okay, ouais. là, c'est d'autres choses. Moi, ce que je me mets pas contre la loi, je vais la suivre, évidemment. On est géré par la Chambre des notaires, puis c'est eux qui décident. Okay. Ça veut pas dire que je trouve pas ça aberrant, le fait que le client puisse pas choisir avec qui il veut faire affaire. Si un client qui est à Mascouche, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mascouche, peut-être parce qu'on a parlé de Mascouche à un moment donné. Disons, bonjour à ceux qui sont de Mascouche. Si mon client est de Mascouche, puis que lui va faire affaire avec moi, là, on lui dit non. Ouais. On lui dit non parce que on lui dit que dans sa région, il y a des notaires qui peuvent le faire, fait qu'il peut se déplacer chez un notaire qui pourrait recevoir sa signature, mais on vient de lui enlever le droit de choisir le notaire qu'il pouvait. Avant, les signatures électroniques n'existaient pas. On y pensait même pas. Le fait de choisir son notaire faisait en sorte que tu te déplaçais ou tu signais une procuration ou tu allais signer chez un notaire délégué. Mais là, depuis que ça existe, depuis qu'on l'a offert aux gens, c'est vraiment dur de revenir en arrière. Est-ce que ça peut être une bonne raison, justement, de faire affaire de... Tu as vu que je veux faire affaire avec toi, mais que je suis de Trois-Rivières, exemple. Est-ce que c'est une raison de pouvoir faire une signature électronique? Non, ça ne serait pas une raison. Fait que dans ce cas-là, les clients vont se déplacer. Oui. Moi, je vais me déplacer. Oui. Ce qui va peut-être amener des notaires à faire du notariat à domicile. On verra comment la loi va être... parce que, disons qu'elle n'est pas accueillie unanimement avec joie par tout le monde. Elle va être contestée, c'est sûr. Beaucoup de pétitions qui ont été signées, beaucoup de notaires en colère par rapport à ça. Ça peut changer. Moi, je pense que ça vient empêcher... Ça vient carrément freiner l'évolution de la profession. Je pense que les notaires, on est ailleurs. Je vois pas pourquoi ça serait plus dangereux de signer un acte électronique à distance que de le signer en 3 minutes à mon bureau en expliquant pas exactement qu'est-ce qu'il y en est au client. Il y a des clients qui t'écoutent pas à distance, ne t'écouteront pas plus dans ton bureau. Le fait qu'ils soient là, je vois pas où ça les amène nécessairement à avoir compris qu'est-ce qu'ils ont signé. On donnait un service incroyable sur place. J'ai toujours assisté mes clients de A à Z, même sur des rencontres des fois plus courtes. On a une grosse clientèle de premiers acheteurs avec qui on prend du temps. C'est important qu'ils comprennent c'est quoi une hypothèque, surtout que c'est quelque chose de particulier quand c'est ta première fois. On faisait la même chose en virtuel. Question pour ça, premier acheteur, Olive, ça fait partie des questions que j'avais pour toi. Premier acheteur veut dire justement taxe de bienvenue, donc ça fait partie des frais de clôture. Oui. Et souvent, la prime SCHL qu'on doit payer avec la mise de fonds et la taxe, c'est la taxe sur la prime SCHL qui est à payer avec la mise de fonds. Est-ce que ça, c'est une surprise souvent pour les premiers acheteurs? Est-ce que tu remarques qu'ils arrivent à ton rendez-vous puis ils ne savent pas pour la taxe, exemple, ou la taxe de bienvenue? C'est sûr qu'un premier acheteur, pas petit, c'est un premier achat. C'est entouré de tellement de frais. Souvent, quand les gens sont accompagnés par un courtier immobilier, un professionnel comme vous aussi de l'autre côté, moi, j'ai toujours dit aux gens, prenez des courtiers, ils sont là pour magasiner à votre place, vérifier les pour clauses le client, pour vous. Pour les banques, ils vous accompagnent, ils vous enlèvent des temps de recherche qui sont... Tout le monde travaille aujourd'hui. Tu n'as pas le temps de passer ta vie à faire des recherches partout pour trouver le bon taux, la bonne place. J'ai toujours encouragé les gens à être accompagnés. Je donne une trousse de préautorisation, puis on vient décortiquer tous les frais. Et il y a vraiment une section frais de clôture, donc notaire, taxe de bienvenue, inspection, taxe sur la SCHL, liquidité totale avec la mise de fonds, c'est 35 000. C'est super important. 25 000 au début. C'est parce qu'il y a tel frais. Mais c'est bon. Même si ton frais est approximatif, au moins la personne, elle l'a. Exact. Elle ne va pas te rappeler en disant, comme tu avais marqué 300, c'était 372. Et nous on le fait. Mes adjoints en parlent au téléphone avec les clients. Comme je te dis, on est spécialisé premier acheteur. La première rencontre que je fais au niveau financement avec les clients, quand je leur fais signer leur hypothèque, je reviens tout le temps sur ces différents montants-là. J'aime ça repasser ça avec eux autres. C'est bon. Avez-vous pensé à la taxe sur la prime? Avez-vous prévu ajustement de taxe aussi? Entre le vendeur et l'acheteur, ça, je pense qu'il est un petit peu plus une vraie surprise parce qu'on y pense pas. Mais le vendeur, lui, il a payé des taxes en début d'année. Tu achètes en juillet. S'il les a payées en totalité, toi, tu vas acheter sa maison à moitié de l'année. Fait qu'il faut que tu y rembourses les taxes. Des fois, c'est un 1000, c'est un 2000 qui s'achète. Ta question elle était super bonne pour les frais à l'acheteur. Tu sais, je pourrais te faire un résumé, dans le fond, de comment le dossier est reçu jusqu'à la fin en quelques minutes. Puis je pense que ça va répondre à plusieurs questions. Mais nous, dans le fond, disons que tu as choisi d'acheter une maison. Je prends l'exemple de l'immobilier, là, mais ça peut être sur n'importe quel service.
Mais pour l'immobilier, tu achètes une maison, Ouais. tu es accompagné par ton courtier immobilier. Le courtier finalise avec toi, le dossier est envoyé chez nous. Nous, on reçoit la promesse d'achat. On va automatiquement ouvrir le dossier. Une des adjointes s'en occupe. Puis après ça, le dossier est remis à une adjointe qui s'occupe de, elle, tous les documents manquants. OK. Elle va appeler le client, elle va dire « Hey, on a reçu ta promesse d'achat. Avec quelle institution financière tu fais affaire? » Souvent, le client va dire « Moi, j'ai un courtier. Il s'appelle Dominique Gontier. Je pense que ma banque, c'est Manuvie, exemple. » Parfait. On va y expliquer qu'est-ce qu'il faut recevoir. Souvent, on va y conseiller de te rappeler. Oui. Moi, je vais envoyer les instructions. Quand je fais signer les papiers, Exact. quel notaire, parfait. Quand le dossier est final, on envoie directement les instructions, fait que ça rentre dans ta boîte. Là. Et souvent, nous, on conseille toujours le client. Repasse par ton professionnel, repasse par ton courtier. Quand le dossier est complet chez nous, on fait toutes les recherches de titres, qu'on vérifie tout le passé de la Sur la propriété puis du lot. On remonte des fois jusqu'aux années 1900. On s'assure que tout est conforme. On vérifie toutes les dettes, si on a assez avec l'argent qu'on a pour les payer. On prend les ententes avec les créanciers. On fixe les rendez-vous des parties. Dans le premier rendez-vous qu'on a pour l'acheteur, c'est l'hypothèque. Moi, j'aime ça, je prends mon temps, j'en profite pour passer toute la portion légale, parce qu'on représente aussi l'acheteur, mais aussi l'institution financière. Puis là, je leur parle des frais. Je ne suis pas obligé de le faire, ce n'est pas partie de mes tâches, mais j'aime ça de dire, regardez, avec exemple Desjardins, n'oubliez pas, vous allez avoir un compte qui s'est ouvert, vous allez voir la veille du rendez-vous chez le notaire, là, telle date, l'argent va rentrer dans le compte, elle va ressortir, ils vont prendre la taxe sur la prime SCHL aussi, on la calcule ensemble. J'aime ça prendre quelques minutes pour ça, parce que les clients, ils l'ont jamais vécu en vrai. Ils ont entendu parler, mais comment ça se passe en vrai? Je serais le premier à paniquer ma vie si la veille du rendez-vous chez le notaire, je fais comme, hey, chérie, il vient de rentrer 292 000 dans le compte, puis il est ressorti. Puis là, il y a un 8 000 qui est ressorti. Je comprends pas c'est quoi. Puis il y a un 1 000 $ qui est ressorti. Ils m'ont pris 1 000 $. Fait que des fois, ça va juste vite. C'est pas que l'institution financière ou le courtier ne l'a pas dit. Ils l'ont probablement dit plein de fois. Mais on ne sait pas comment exactement ça se passe dans le compte du client. C'est pas des choses que je vois. Et nous, on l'a vécu. J'ai acheté plusieurs propriétés dans ma vie et j'aime ça donner ce petit côté-là de plus aux clients. Ils partent de chez nous avec les feuilles, les ajustements de taxes, les ondes, tout ça. Pour vrai, là, le deuxième rendez-vous pour eux, là, ils savent déjà c'est quoi. Parfait. Ils partent rassurés, une semaine ou deux entre les deux rendez-vous, la mise de fonds, tout ça. Ils sont accompagnés par les adjoints puis la comptable du bureau. Quand ils reviennent signer l'acte de vente, là, c'est relax. On prend une bonne demi-heure, 45 minutes ensemble. On jase avec le vendeur. On va rire un peu, c'est le fun, c'est drôle. On n'achète pas une tondeuse, on détend un peu l'atmosphère. On prend une cigarette, on prend un gin. Souvent, on va fumer puis boire pendant le rendez-vous. Exact. mais tu ris, mais il y a quand même des gens qui amènent du champagne. Tout ça, c'est supposé être un beau moment. Exact. On pop le champagne, on achète une maison. J'adore ça pour ça. Quand je vois les clients prendre une coupe dans le parking, là, j'adore ma job. Un petit cadeau, là, ça te fait du bien. On close ça en beauté, relax. Le vendeur, on lui a parlé plusieurs fois. Tout le monde a reçu des courriels de préparation avec les tarifs, les frais. Ça a pris des années à mettre en place. Puis souvent notre bureau a été jugé... En fait, les pires ennemis qu'on peut avoir souvent, c'est des gens de notre propre profession qui jugent ce qu'on fait de l'externe. Il en fait trop, prends-en moins, il ne donne pas le service qu'il faut. Achète une maison, passe par nous, puis même comme notaire, tu vas trouver que le service que tu as, il est spécial. Fait que les gens, on veut qu'il y ait un beau moment. C'est pas juste du notariat, puis c'est pas moi la vedette. C'est eux autres. On le fait pour eux, on finit le service. Puis, je sais pas si ça répond à ta question, mais on voit toute cette portion-là avec eux autres. Excellent. Jusqu'à la fin, puis le service après-vente. Même une fois que c'est signé, notarié, les clients, là, premier paiement vient de passer, hypothécaire. Des fois, là, ils pensent à nous, ils nous rappellent. J'avais demandé aux 2 semaines qu'est-ce qui se passe. Les adjoints sont là pour les aider, les épauler. Puis surtout, notre job, c'est pas de prendre les lacunes dans le travail des autres pour nous rehausser. Moi, j'ai toujours été partenaire avec les banques, les caisses, les banques virtuelles, les courtiers immobiliers aussi. Fait que si, exemple, il y a quelque chose que... Synergie de confiance. Le but, c'est que le client comprenne c'est quoi votre job aussi. Parce que le client, des fois, il va être porté à dire comme on m'a jamais dit qu'il allait avoir un frais pour ça. Comment ça se fait, il n'a pas fait sa job. On est là pour leur expliquer c'est quoi la réalité des choses. On est là pour un travail d'équipe avec nos différents partenaires. C'est pour ça qu'on est encore référé par les courtiers hypothécaires. J'ai une petite question pour toi, Olivier, pour aller vers la fin précise. J'achète la maison de ma grand-mère. Est-ce que je paye une taxe de bienvenue? Non. Exonération de la taxe de bienvenue? Ben, en fait, il y a plein de petits points. Là. Disons, l'exonération la plus connue, c'est en ligne directe descendante ou ascendante. Fait que supposons, parce qu'il y a une loi qui existe sur les droits de mutation, puis évidemment, il y a quelques exceptions.
les droits de mutation, by the way, c'est la taxe de bienvenue. On va juste le préciser. Bienvenue. Fait que tout le monde, normalement, tout le monde y a droit. Dans l'acte de vente, elle va toujours être expliquée, mais vers la fin, on peut s'en sauver. Donc, c'est sûr que si tu achètes en ligne directe de ton père, par exemple, ou de ta grand-mère, ou peu importe, en ligne directe, peu importe le nombre de degrés, tu ne paieras pas de taxe de bienvenue. Si tu achètes à deux, donc avec, exemple, ta conjointe, bien là, le fait que vous soyez, vous, ensemble depuis, disons, plus de 12 mois, considéré comme conjoint sans la loi, elle aussi va se qualifier, donc il n'y aura pas de taxe de bienvenue. Wow, parfait. Si tu achètes de ton frère, là, tu vas en payer une parce que c'est pas un cas d'exonération. D'accord. OK. Et, mettons, j'achète avec ma conjointe, et un jour, je me sépare, peu importe. Est-ce que je fais rachat? Bon, je ne dis pas avec ma conjointe. Scénario qui arrive. Pas, parce que là, peut-être qu'elle écoute le podcast. Non, oui, c'est sûr qu'elle va l'écouter. Ça fait 13 ans que je suis avec. Pas de stress. Félicitations. Merci beaucoup. 2 enfants en santé, bonheur total. On s'en va au Costa Rica, là, justement. Pendant 2 semaines, je vais pouvoir courir, m'entraîner avant de faire l'Ironman. C'est bon, ça, tu vas en avoir besoin. Je t'envoie des photos, des vidéos. Mais non, c'est juste le scénario de base que quelqu'un se sépare. Est-ce qu'il rachète la maison? Il devient le seul propriétaire. Est-ce qu'il paye une taxe de bienvenue maintenant? Pas nécessairement. Okay. Dans le fond, maintenant, en ce moment, si vous vous séparez, si tu rachètes les parts indivises de ton ex, exemple, si vous n'êtes pas séparés, si vous faites la transaction à l'intérieur d'un délai de 12 mois, vous êtes considéré comme ex-conjoint, mais au sens de la loi, donc il y a l'exonération. Parfait. Mais dépasser le 12 mois, c'est exemple, tu rachètes les parts de ton ex 13 mois plus tard après la séparation, là, il y aurait une taxe de bienvenue à payer. Super important. Des fois, on ne veut pas trop faire les démarches, on ne veut pas déstabiliser la famille, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, là, c'est le temps de le faire. Oh, là, il y a une taxe de bienvenue. Le 12 mois, il est important. Okay. Avant, c'était 90 jours. 90 jours, ça passait beaucoup trop vite. Oui. Ils ont fait une belle job de réadapter ça. Parfait. C'est plus de temps. Souvent, ça va vite. Puis les cas de séparation, c'est un cas, tu t'amènes ça, c'est une grosse portion de notre clientèle aussi. C'est ça, c'est pour ça que je vais en parler. J'ai beaucoup de clients, malheureusement, qui me rappellent. Je suis en processus de séparation. Tu veux-tu m'aider à préqualifier pour acheter la maison ou faut que je la vende, faut que je m'en achète une nouvelle? Fait que c'est des questions des fois que je n'étais pas trop sûr. Souvent, je disais vérifiez avec votre notaire. Fait que je voulais prendre le temps de te poser la question concrètement. Puis, exemple, là, que je transfère un immeuble qui appartient, mettons, à ma compagnie, à mon nom personnel. Parce que l'année prochaine, je vais faire la stratégie de la mise à part de l'argent avec un immeuble locatif. Et j'ai des immeubles dans une compagnie. Mais je ne veux pas m'en acheter un autre immeuble. L'immobilier est quand même élevé, quoique c'est pas si pire. Bref. Est-ce que je vais payer une taxe de bienvenue sur le transfert? La règle de base, comme tu dis, vérifiez avec votre notaire. Même des fois, les gens vont appeler à la ville. La ville va déjà avoir comme quelques cues à leur donner. Mais si on part avec une société puis que ta société transfère à toi ou toi à ta société, tant que tu détiens au moins 90% des actions... Je détiens 100%. C'est parfait. Oh yeah! Ça va me faire sauver quelques milliers de dollars. À travers le micro. Merci. Fait que c'est bon, mais les gens, je trouve qu'il y a un beau réflexe maintenant, puis j'ai vraiment appris à ma clientèle à nous déranger en cas de besoin. Messenger, Instagram, texto, c'est quand même quelque chose qui est chez nous, qui est ancré dans une grosse portion de ma clientèle. Le monde nous écrive. Je veux habituer les gens à passer par nous. On va pas te charger parce que tu nous appelles pour une question. Je ne sais pas combien de messengers que j'ai avec toi pour les différents clients qu'on a. Un petit message vocal, des fois, ça rassure ton client. Ben oui. On n'est jamais chargé pour ça. On est vraiment présent pour les partenaires qui travaillent avec nous autres, beaucoup plus que ce que ça peut avoir l'air. On est tout le temps là, on n'est jamais loin. Moi, j'adore ça, la technologie, le téléphone, être capable de répondre aux gens rapidement, en pratiquement tout le temps. Puis je veux garder ce côté accessible-là. J'ai même des adjointes qui textent les clients. On a vraiment une belle équipe, on a vraiment une belle famille. Puis notre famille, l'extension de notre famille, c'est nos clients. Parce que sinon, on n'existerait pas. Non. Fait qu'on est tout le temps là, ça vaut la peine. Peu importe quel notaire vous avez, gardez-le. Si vous avez un lien de confiance avec lui, venez pas nous voir. Là. Le but, c'est pas d'aller chercher de la clientèle en faisant des podcasts, c'est juste de montrer aux gens que on est si vous avez ce lien-là, exact, gardez-les. Puis même s'il y a des petites erreurs, des fois, des choses comme ça, travaillez-les. Exact. Puis allez de l'avant quand même.